Le serpent, un animal redouté par l'homme depuis toujours. Le continent asiatique foisonne d'espèces venimeuses. Mais quelles sont les plus dangereuses? Et faut-il vraiment en avoir peur? Grand spécialiste des animaux venimeux, Brian Fry s'est donné pour mission d'aller chatouiller les crochets les plus acérés du monde afin de dénicher le serpent le plus redoutable d'Asie. Mieux vaut éviter ce petit monstre. Entre la vipère et le cobra de mer, entre le naja et le serpent corail, lequel mérite le titre de tueur parfait? S'il vous mord, vous êtes mort. Le savoir vous sauvera peut-être la vie un jour. Le professeur Brian Fry est un expert en venin de renommée internationale. Il met un point d'honneur à observer les animaux les plus dangereux dans leur milieu naturel. Il est magnifique. Il étudie les scorpions, les méduses et les varans. Mais il nourrit surtout une vraie passion pour un reptile particulièrement mortel, le serpent. Plus de 100 000 personnes mourraient de morsures de serpents chaque année en Asie. Quelles sont les espèces responsables? Pourquoi s'attaquent-elles à l'homme? Et comment éviter ces accidents? Je vais parcourir le continent asiatique pour en étudier les reptiles les plus dangereux. Et je vais utiliser plusieurs facteurs déterminants pour les répertorier. Le contexte, l'agressivité de l'animal, son anatomie et l'efficacité de son venin. Mon premier candidat s'appelle le python réticulé. C'est l'un des serpents les plus longs et les plus puissants du monde. Il tue ses proies en les étouffant dans ses anneaux. Cette méthode lui permet de s'en prendre à des animaux plus gros que lui. Il peut même s'attaquer à l'homme. Mais sa taille et sa puissance ne suffisent pas à en faire un meurtrier redoutable. On trouve le python réticulé à travers toute l'Asie du Sud-Est. Les plus gros spécimens auraient été observés en Indonésie. Me voici sur l'île de Bali, au cœur de l'Indonésie, où les serpents et les hommes cohabitent depuis des millénaires. Ici, le python a souvent l'occasion de jouer les troubles fêtes. Comme souvent en Asie, les hommes et les serpents partagent le même territoire. Les torrents constituent un habitat idéal pour le python. Il y a beaucoup de végétation et de cavités humides. Un python risque-t-il de s'en prendre à un enfant? C'est possible. Pas le petit de 4 mètres que vous voyez là, mais un gros spécimen de 8 mètres de long en serait tout à fait capable. Certains témoignages relatent ce genre d'attaque, mais il reste rare et difficilement vérifiable. Malgré sa proximité avec l'homme, le python réticulé paraît relativement peu dangereux. Sa taille et sa force en font toutefois un animal intimidant. Les plus grands spécimens peuvent dépasser 9 mètres de long. Ces mastodontes sont malheureusement de plus en plus rares à l'état sauvage. À cause d'une forte demande occidentale, des centaines de milliers de pythons sont tués pour leur peau chaque année. Aujourd'hui, les parcs zoologiques sont pratiquement les seuls endroits où l'on peut espérer croiser un python de grande taille. Il est de mauvaise humeur, on dirait. J'adorerais en voir un aussi gros dans son milieu naturel. Mais la plupart des pythons qu'on trouve sur l'île de Bali mesurent seulement 3 à 4 mètres de long. Il n'y a que sur l'île de Sumatra qu'on peut encore trouver des colosses comme celui-ci. Comme on le voit, le python peut faire preuve d'une bonne dose d'agressivité. Est-il pour autant capable d'étouffer un homme et de l'avaler tout rond?
Quand ils veulent se débarrasser d'un serpent trop encombrant, les habitants de Bali font appel à Ron Lilly. Eleanor Carter lui a demandé de s'occuper d'un tueur de chats qui sévit autour de sa maison. Il était 4h30 du matin. J'ai trouvé sur le sol de mon salon un grand serpent qui regardait fixement mes 2 chats. Ils étaient comme hypnotisés. Un mois plus tôt, le chat d'un voisin a succombé entre les anneaux du même reptile. Cette radio nous montre le squelette d'un petit félin trouvé dans l'estomac d'un python. Visiblement, il n'y a aucun os cassé. La victime a simplement été compressée à mort. Il semble peu probable qu'un python, même de grande taille, parvienne à faire subir le même sort à un homme adulte. Je te tiens. En réalité, l'homme paraît bien plus dangereux pour le python que l'inverse. Ça ferait un beau sac à main. Les gens d'ici savent qu'il y a une forte demande pour cet animal. Ils peuvent vendre sa viande et sa peau. Combien pour sa peau? Un balinet en tirerait 4 à 5 $. Seulement? C'est l'équivalent d'une semaine de salaire pour eux. Je suis ravi que vous l'ayez attrapé. Les voisins aussi. Au moins ceux qui ont des chats. À Bali, je découvre que les hommes font plutôt bon ménage avec les pythons. Il existe même des rencontres entre passionnés qui veulent faire connaître cet animal au grand public. Les enfants peuvent y manipuler les spécimens les plus placides. Comme chez les êtres humains, chaque serpent est doté d'une personnalité qui lui est propre. En conclusion, le python réticulé est loin d'être le serpent le plus redoutable d'Asie. Sa taille et sa force sont impressionnantes, mais il ne s'attaque à l'homme que très rarement. Et surtout, il lui manque l'arme chimique développée par certains de ses cousins, le venin. On trouve toutes sortes d'espèces venimeuses en Asie. Le danger qu'elles représentent pour l'homme dépend en grande partie de l'efficacité de leur venin. Le venin de serpent est un cocktail souvent mortel, composé de 3 substances toxiques principales. Les hémotoxines s'attaquent aux globules rouges et perturbent la coagulation sanguine. Elles peuvent provoquer une hémorragie ou même un arrêt cardiaque. Les cytotoxines détruisent les cellules des organes. Ainsi, après une morsure, certains blessés doivent subir une amputation. Enfin, les neurotoxines agissent sur le système nerveux. Elles provoquent la paralysie, puis l'asphyxie de la victime. Chaque venin contient un savant mélange des 3. L'objectif est d'immobiliser une proie assez longtemps pour la dévorer. Tous les serpents venimeux ne sont pas mortels pour l'homme. Pourquoi? Pour tenter de répondre à cette question, je me rends sur la côte ouest de l'Inde, dans les Ghats occidentaux. Couverte d'une forêt tropicale humide, cette chaîne de montagnes abrite une multitude de grenouilles. Logiquement, on y trouve aussi une foule de serpents, amateurs de batraciens. Endémique au sud-ouest de l'Inde, le crotale de Malabar injecte à ses proies un venin très efficace. C'est un chasseur nocturne, difficile à observer en pleine action. La grenouille ne présente aucun danger pour son agresseur. Pour satisfaire son appétit, le crotale a juste besoin de la paralyser. Son venin est parfaitement adapté à sa proie. La petite dose qu'il inocule suffit à tuer une grenouille. Tandis que chez l'homme, sa morsure provoque seulement un œdème douloureux ou un hématome. Le serpent que je recherche doit disposer d'un venin puissant, mais il doit aussi en injecter une quantité suffisante pour tuer un être humain. D'autres facteurs entrent également en ligne de compte.
l'agressivité du reptile, sa cohabitation avec l'homme, la vitesse et la précision de son attaque. Je poursuis ma quête au milieu des mangroves du Kedah, dans le nord-ouest de la Malaisie. On y trouve des reptiles dont le venin est aussi toxique que celui du cobra. Dans cette région, les berges des cours d'eau abritent une foule de serpents venimeux. La plupart passent leur journée dans les hautes branches qui surplombent la rivière. Cet environnement humide et ombragé constitue un terrain de chasse idéal. Je le tiens. Pas d'inquiétude, ce serpent n'est pas venimeux. Il est magnifique. C'est un python, même s'il est plus clair que ceux que j'ai vus en Indonésie. Il est tout argenté. Un spécimen plus gros serait sans doute moins pressé de nous échapper. Le serpent que je cherche reste longtemps introuvable. Mais alors que je suis sur le point de renoncer, la chance me sourit enfin. C'est un gros! Parfaitement adapté à son environnement, ce serpent des mangroves est un prédateur redoutable au venin très efficace. Cela ne signifie pas pour autant qu'il puisse tuer un être humain. Ses crochets sont situés à l'arrière de sa gueule. Il est obligé de mâchonner la chair de sa proie, car ses crochets sont beaucoup moins acérés que ceux de la vipère ou du cobra. Son venin est aussi puissant que celui du cobra, mais il en injecte peu à la fois et il a du mal à mordre dans la chair humaine. C'est une espèce arboricole qui se nourrit essentiellement d'oiseaux. Avec le temps, son venin est devenu plus efficace sur les oiseaux que sur les mammifères. J'ai été mordu plusieurs fois par un serpent comme ça. Son venin donne un mal de crâne terrible et peut parfois troubler le sens de l'équilibre. Visiblement, ce n'est pas le serpent le plus redoutable d'Asie. Je continue mon voyage en Malaisie jusqu'à l'île de Penang, au nord-ouest de la péninsule. Je me rends alors au Temple des Serpents, un lieu de culte taoïste édifié au milieu de la jungle il y a près de 200 ans. Dans les vapeurs d'encens se prélasse un reptile doté d'un venin capable d'arrêter le cœur d'un homme. Le crotal du temple. Il a élu domicile parmi les poutres et les dorures de l'édifice. Comme tous les crotales, il est pourvu d'un outil de surveillance particulièrement efficace. 2 organes sensibles aux infrarouges, placés de chaque côté de sa tête. Le crotal est ainsi capable de détecter la moindre source de chaleur. Ce ballon rempli d'eau froide ne provoque chez lui aucune réaction. Mais si on le remplace par un ballon d'eau chaude, pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut visionner ces images au ralenti. La présence de ces reptiles présente-t-elle un danger pour les visiteurs du Temple des Serpents? Pour le savoir, j'ai rencontré son conservateur, Lee Meng-soon. Il y a déjà eu des cas de morsure. Avant qu'on mette les panneaux d'avertissement, 2 touristes se sont fait mordre parce qu'ils ont voulu toucher les serpents. Que leur est-il arrivé? Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont survécu? Oui. Ils ont perdu un doigt? Non, 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 non. Peut-être qu'ils souffraient tellement qu'ils auraient préféré mourir pour que ça s'arrête. Malgré ses armes redoutables, le crotal du temple ne semble pas présenter un danger mortel pour l'homme. Pour en être tout à fait certain, je veux aller l'observer en pleine action.
Je m'enfonce dans la jungle qui recouvre le sud de l'île pour explorer un site très apprécié des serpents. Ceci est un ancien bunker construit au milieu de la forêt. C'est un habitat parfait pour les serpents. Ils ont d'un côté une jungle parfaitement préservée et de l'autre une multitude de cavités artificielles où ils peuvent s'abriter de la chaleur. Les Britanniques ont bâti ce bunker à la fin des années 30 pour défendre leur position en Malaisie. Abandonné depuis, il constitue un terrain de chasse idéal pour le crotale du temple. Oh, c'est génial. Il y a 9 serpents réunis dans cette seule pièce, et ils sont libres d'aller et venir comme ils veulent. Voici une magnifique femelle. Le crotale du temple passe sa journée à faire la sieste dans les branches des arbres, mais c'est un redoutable prédateur nocturne. Pendant la nuit, ses organes sensoriels fonctionnent à plein régime. Dans le noir, les oiseaux sont à peine visibles au milieu des branches. Mais grâce à ses capteurs de chaleur, le crotale les localise aussi précisément qu'une caméra thermique. Les oiseaux sont malgré tout des proies difficiles. C'est pourquoi notre chasseur se nourrit également de souris. Son venin provoque des caillots dans le sang et un arrêt cardiaque. Le rongeur meurt en quelques secondes. Sur ces images, on voit bien la différence entre le prédateur à sang froid et sa victime à sang chaud. C'est incroyable. Il s'aide de ses longs crochets pour engloutir sa victime tête la première. Il doit se demander quel genre d'énorme créature je suis. J'évite les gestes brusques, sinon il va me prendre pour un prédateur. Quelle place le crotale du temple occupe-t-il dans notre palmarès des serpents dangereux? Placé à l'avant de sa gueule, ses longs crochets sont capables de s'enfoncer profondément dans la chair humaine. Sa morsure est extrêmement douloureuse, et son venin provoque caillots sanguins et hémorragies internes. Cependant, comme il s'attaque généralement à de petits animaux, il inocule une dose trop réduite pour tuer un homme. À moins que celui-ci n'ait déjà des problèmes cardiaques. Riche en neurotoxines, le venin du crotale du temple est même utilisé dans la composition de certaines crèmes anti-rides. Ma quête du serpent le plus redoutable d'Asie connaît quelques détours, car les événements m'écartent parfois de mon chemin. Alors que je suis à Penang, je rencontre une équipe d'électriciens qui a souvent maille à partir avec les reptiles. C'est un joli serpent arboricole doré, ou plutôt c'était. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a touché les câbles? Il a provoqué un court-circuit dans tout le système. Ça aurait pu exploser? Ah, tout à fait. Dire que ce petit serpent de rien du tout a réussi à plonger tout un quartier dans le noir. Quel dommage. Ce serpent est totalement inoffensif et le voilà transformé en viande grillée. Spécialité de la Malaisie. Avec un peu de sauce satée, ce serait délicieux. Certaines espèces ont élu domicile dans la mer. Je poursuis mon voyage vers le sud de l'Indonésie pour observer un serpent magnifique, mais très venimeux. Le meilleur moyen d'en dénicher un spécimen, c'est de fouiller les récifs un par un, la tête en bas s'il le faut. Voici le cobra de mer. Ses crochets minuscules sont chargés d'un venin neurotoxique plus puissant que celui de son cousin terrestre. Sa morsure est fatale pour l'homme. Plusieurs pêcheurs sont morts en essayant d'en enlever un de leurs filets.
Le cobra de mer se nourrit des poissons qui pullulent dans les récifs de corail. Son venin est ultra rapide, car il doit immobiliser sa proie instantanément, sous peine de la voir lui filer sous le nez. La plongée est un sport très populaire dans la région. Ceux qui la pratiquent ont-ils peur de ces serpents de mer? Je ne vais pas tarder à le savoir. Oh la vache! Monty Sorangan, un plongeur amateur de Jakarta, a gentiment accepté que je lui présente les cobras de mer que je viens de capturer. Oh punaise! Ils sont trop mignons. Mignons? C'est une blague. J'ai plus de 1000 plongées à mon actif, mais j'évite toujours ces bestioles. Ils sont gentils, ils n'essayent même pas de mordre. C'est la première fois que vous tenez un serpent? Oui. Et la dernière? Oh, dites pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Oh la vache. Vous savez comment fonctionne leur venin? Il paralyse les muscles du thorax. On ne peut plus gonfler les poumons. C'est comme ça qu'ils vous tuent, en vous empêchant de respirer. C'est pareil avec les poissons. Le venin leur paralyse les ouïes et les muscles. Ensuite, les serpents n'ont plus qu'à les avaler. Il y a eu quelques cas de morsure chez l'homme, mais ça reste rare. Le plus souvent, la victime se fait mordre parce qu'elle essaie de tuer le serpent. C'est de la légitime défense. Ces animaux ont les moyens de vous tuer, mais ils ne sont pas du tout agressifs. Par contre, si on se fait mordre, on a du souci à se faire. Comment va votre cœur? Merci beaucoup. C'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Allez boire une bière. Une fois par an, le cobra de mer quitte les profondeurs. Il est obligé de revenir sur la terre ferme pour se reproduire. Il se retrouve alors en contact direct avec la population, ce qui devrait lui donner l'occasion d'exercer ses talents de tueur sur l'homme. Pourtant, les décès par morsure sont rares sur cette plage de Bali. Loin de craindre le cobra, les habitants lui vouent même un véritable culte. Ici, à Bali, le cobra de mer occupe une place centrale dans les rites hindouistes. Certains grands seigneurs le portent même en ceinture. On trouve beaucoup de cobras sur les plages, car contrairement aux autres serpents de mer, ils sont obligés de revenir périodiquement sur la terre ferme. Ils sont alors en contact avec l'homme, mais malgré les milliers d'habitants et de touristes qui fréquentent les plages, il n'y a que très peu d'accidents et encore moins de décès par morsure. Le cobra de mer est un animal doux et pacifique. Et cette personnalité singulière vient relativiser le danger qu'il représente pour l'homme. Il y a un candidat au titre de serpent le plus redoutable d'Asie que j'ai toujours voulu rencontrer. Le serpent corail bleu, superbe, mais fatal. Depuis plus de 10 ans, je rêve de l'observer dans son milieu naturel et de lui prélever un peu de son poison. Doté de glandes à venin particulièrement longues, il est capable d'inoculer une dose mortelle de toxines en une seule morsure. Par sa seule réputation, le serpent corail bleu atteint déjà les sommets de ma liste. Mais je tiens à le voir en pleine action. On le trouve caché dans les tapis de feuilles ou sous les écorces moussues. Les jardiniers chargés d'entretenir les terrains de golf tombent parfois nez à nez avec lui lorsqu'ils enlèvent les arbres morts. Le buggy est le véhicule idéal pour chercher des serpents. Je peux y ranger tout mon équipement. Mon crochet numéro 6 et ma pince numéro 9. Cette voiturette offre en plus une vue imprenable sur le paysage. Avec mon caddie Iwan, nous entamons un parcours qui promet d'être fascinant. Fausse alerte près de l'étang. Ce n'est qu'un petit varan. Soudain, nous apercevons quelque chose qui brille dans l'herbe. Pour capturer le serpent, j'utilise une méthode rapide qui limite le stress de l'animal. Il est beau comme tout. Prélever le venin d'un reptile est une tâche délicate. Il faut bien lui tenir la tête, mais sans trop la serrer. Regardez ça, j'y crois pas. C'est effrayant.
Je ne m'attendais pas à une telle quantité de venin. En plus, il paraît qu'il est très violent. Je crois que c'est la première fois que j'étudierai un poison aussi toxique. Non seulement le serpent corail bleu injecte une énorme dose de venin, mais ce dernier est mortel pour l'homme, et il n'existe aucun antidote connu. Mieux vaut éviter les crochets de ce petit monstre. Quand on se fait mordre par un serpent corail, les symptômes sont les mêmes qu'avec n'importe quelle neurotoxine. Le muscle du diaphragme est paralysé, on ne peut plus gonfler ses poumons. On n'a plus de souffle, plus d'air, plus d'oxygène. C'est la fin. Maintenant que j'ai pu observer un serpent corail bleu dans son milieu naturel, j'aimerais étudier de plus près son anatomie. Je me rends donc au Raffles Museum de Singapour. Le conservateur, Kelvin Lim, m'a invité dans les coulisses de son musée pour que je puisse y disséquer un spécimen préservé dans le formol. C'est un serpent peu commun. On en rencontre rarement. Qui a l'occasion d'en voir à Singapour? Les visiteurs de notre musée et les joggeurs qui courent dans les parcs. Ils le reconnaissent? C'est un très joli serpent. On le repère facilement. Juste derrière les yeux, on trouve les glandes à venin habituelles. Mais elles sont toutes petites et peu musclées. Elles doivent sans doute manquer d'efficacité. On distingue ensuite deux conduits très fins qui descendent le long du cou et mènent directement à deux glandes de taille démesurée, logées dans le prolongement du corps. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est vraiment un serpent unique en son genre. Quand on voit la petite tête de cet animal, on ne peut pas soupçonner qu'il dispose d'une telle réserve de venin. Ces glandes ne sont peut-être pas aussi efficaces que celles d'un cobra, mais on sait qu'elles sont mortelles pour l'homme. Le serpent corail fait régulièrement des victimes. Prélever et étudier le venin du serpent corail bleu relève d'une vraie démarche scientifique. L'analyse de tels échantillons conduira peut-être à la découverte d'un sérum thérapeutique essentiel. Il existe déjà de nombreux antidotes pour soigner les morsures des tueurs que je m'apprête à rencontrer. Le problème, c'est que les victimes n'ont pas toujours le temps de tester leur efficacité. Aucun des serpents que nous avons vus jusqu'à présent ne réunissait tous les facteurs essentiels pour être un tueur parfait. Ceux que je vais vous présenter maintenant disposent de tout l'arsenal nécessaire. Ce sont les plus redoutables d'Asie. Comme toute sa famille avant lui, Sheyful Abdulaziz travaille au quotidien avec les serpents qu'il élève lui-même. Toute l'année durant, il présente son spectacle à travers la Malaisie. Cette activité lui permet de gagner sa vie, mais aussi de mieux faire connaître ses reptiles. La vedette incontestée de son spectacle est le Cobra Royal, le plus grand serpent venimeux du monde. Il injecte à ses victimes une dose record de venin capable de tuer un homme en à peine 15 minutes. Dans son milieu naturel, il a tendance à fuir notre présence. Mais malgré sa timidité, il occupe la 6e place sur ma liste. Le clou du spectacle consiste en un geste simple, mais extrêmement dangereux. Un baiser posé sur la tête de l'animal. Plusieurs personnes sont mortes d'avoir tenté cet exploit, car une morsure à la tête s'avère presque toujours fatale. On a découvert récemment qu'il existait plusieurs espèces distinctes de cobras royaux à travers l'Asie. Pour étudier les différences entre leurs venins, je commence par prélever un échantillon sur ce très beau spécimen de Malaisie. La dose mortelle pour un être humain se situe entre 30 et 50 mg de venin. En un seul prélèvement, j'en ai obtenu une dose 15 à 18 fois plus importante. Analyser les venins des diverses espèces devrait nous permettre de mieux comprendre leurs différences. De plus, ces recherches nous aideront peut-être à élaborer des sérums thérapeutiques salvateurs.
Malheureusement, ces magnifiques serpents sont menacés d'extinction dans presque toute l'Asie. Cependant, la forêt d'Agumbe, dans le sud-ouest de l'Inde, constitue un refuge où le cobra royal reste souverain. Le centre de recherche établi au cœur de cette réserve naturelle accomplit un travail remarquable pour la cohabitation pacifique de l'homme et du serpent. Les biologistes ont équipé 2 cobras adultes de minuscules émetteurs radio. Ça leur permet de suivre les déplacements des reptiles à travers la forêt. Les appareils pèsent chacun 25 grammes, un poids négligeable pour un serpent d'environ 3 mètres de long. Voilà pourquoi je suis venu dans la forêt d'Agumbe, pour voir de beaux serpents comme celui-ci. Je ne sais pas lequel des deux hypnotise l'autre, lui ou moi. Il ne me quitte pas des yeux depuis tout à l'heure. Il suit tous mes mouvements. Regardez comme il m'observe. Les cobras royaux pullulent dans la région. Il y en a tant que la brigade d'intervention reçoit en moyenne un appel tous les 2 jours, ce qui est énorme. Ici, les habitants respectent les serpents. Ils leur vouent même un véritable culte. C'est bien naturel. Regardez cette beauté. La brigade d'intervention spéciale Cobra a reçu un appel aujourd'hui. Il s'agit de capturer un serpent qui s'en est pris au chien d'un particulier. Le cobra est sorti de la forêt et s'est approché tout près de la maison. Et le chien lui a couru après. C'est un chien suicidaire. Le voilà. C'est un gros. Tu l'as? Oui. Va chercher le sac. Il est vraiment grand. Vas-y, impeccable. Même s'ils savent qu'une morsure les tuerait sans doute en quelques minutes, les habitants restent calmes et respectueux. Pour capturer un adulte comme celui-ci, mieux vaut avoir une technique parfaitement au point. J'ai eu ma dose d'adrénaline. Allons-y. Le lendemain, nous répondons à un deuxième appel. Ce cobra semble moins fougueux que le précédent. Nous allons pouvoir l'observer de plus près. Et voilà. On y va. C'est une belle femelle. Salut ma puce. Elle est splendide. Le venin du cobra royal contient principalement des neurotoxines. À chaque morsure, il en injecte une forte dose. Le cobra se nourrit d'autres espèces de serpents et d'ordinaire, il fuit la compagnie des hommes. Il n'a vraiment aucune envie de nous fréquenter. L'agressivité est un des facteurs qui nous permettent de déterminer si un serpent est dangereux ou non. Or, le cobra ne cherchera jamais à mordre un homme qui ne lui a rien fait. Il veut juste qu'on le laisse tranquille. Et voilà. Il s'en va. T'as vu ça? L'Asie abrite une multitude de serpents, mais aussi une foule de gens. Le conflit entre ces deux populations est inévitable, et les conséquences sont désastreuses pour tout le monde. Pour vous présenter mon prochain candidat, je retourne en Indonésie. Les ouvriers agricoles qui travaillent dans les plantations de thé ou de café craignent particulièrement ce serpent. La vipère arboricole verte. Une simple morsure au doigt se termine souvent par une amputation. Vu la toxicité de son venin et sa proximité avec l'homme, cette vipère serait-elle le serpent le plus dangereux d'Asie? Pas tout à fait, mais on n'en est plus très loin. Voici l'un des reptiles les plus redoutés du continent asiatique. Même si sa morsure est très douloureuse, elle ne vous tuera pas, mais elle provoquera votre déchéance économique. Les mains d'un ouvrier agricole sont ses outils de travail. Imaginez que l'une d'elles double de volume et reste comme ça pendant les 2 mois de récolte. Incapable de travailler, l'ouvrier finit par perdre son emploi.
Ainsi, cette vipère n'a pas besoin d'être une tueuse pour tourmenter les habitants de la région. Son camouflage la rend particulièrement redoutable. Avec son dos vert sombre et son ventre vert clair, elle se fond parfaitement dans les feuillages baignés par la lumière du soleil. Elle est pour ainsi dire invisible. Elle n'a plus qu'à rester là, immobile, jusqu'à ce qu'une main se tende vers elle pour attraper un grain de café. Et boum! Souvent, la vipère est à la hauteur de la tête de sa victime. Ainsi, elle peut aussi la mordre au visage et au cou. Le venin pénètre alors beaucoup plus vite dans le système sanguin. La gorge gonfle et on ne peut bientôt plus respirer. La morsure est rarement mortelle, mais ses conséquences sont dramatiques. Parmi tous les serpents d'Asie, la vipère arboricole verte est responsable du plus grand nombre de morsures. Malheureusement pour les ouvriers agricoles de Malaisie, un autre serpent encore plus dangereux a élu domicile sur leur lieu de travail. Dans les plantations de palmiers à huile, l'homme est en contact direct avec un animal qu'il devrait plutôt éviter comme la peste, le crotale de Malaisie. Voilà un candidat particulièrement sérieux. Le crotale de Malaisie. Particulièrement violent, son venin cause de graves hémorragies internes. Deux autres facteurs justifient sa 4e place dans notre palmarès. Sa promiscuité avec l'homme et son agressivité naturelle. Chaque année, il est responsable de plusieurs centaines de morsures à travers le nord du pays. Quand il chasse, le crotale de Malaisie se poste en embuscade au bord des pistes tracées par les autres animaux. Il reste là, parfaitement immobile, comme une mine prête à exploser. Comme chez les autres crotales, ces capteurs de chaleur lui permettent de détecter l'approche de ses proies. Non, je n'ai pas marché sur ce crotale. Je suis fou, mais pas stupide. J'ai utilisé cette botte vide pour vous montrer ce qui risque d'arriver aux ouvriers qui travaillent dans les palmeraies. Quand on se fait mordre par un crotale de Malaisie, au début, on ne sent rien du tout. Puis, la douleur devient progressivement insoutenable, tandis que le venin détruit peu à peu les chairs. Asma Binte Ibrahim s'est fait mordre le doigt par un crotale de Malaisie dans son jardin. Elle a survécu. Ça a été très douloureux. Ma main a d'abord été engourdie, puis elle s'est mise à gonfler. Un mois plus tard, mon doigt a commencé à noircir. Plusieurs opérations ont été nécessaires pour sauver son doigt. Et 20 ans plus tard, elle garde encore des séquelles de cette mésaventure. Vous pouvez plier le doigt? Pas complètement. S'il n'est pas toujours mortel, le venin d'un crotale de Malaisie peut valoir des années de souffrance. Mais certaines morsures sont encore plus dévastatrices. Nous voici à Chennai, dans le sud de l'Inde. Pour comprendre les relations de l'homme avec le serpent dans cette région, il faut s'immerger dans la culture locale, même si cela implique une certaine prise de risque. Ici, la plupart des habitants dorment à même le sol. Pourtant, cette tradition les rapproche dangereusement d'un tueur en puissance. Le venin du bongar indien est extrêmement violent. On dit qu'une seule morsure suffirait à tuer une vingtaine de personnes. Le bongar se glisse souvent dans les maisons la nuit, lorsqu'il chasse les rongeurs et les autres serpents dont il se nourrit. La plupart des accidents surviennent au moment où le dormeur se retourne dans son sommeil. La morsure est absolument indolore. Mais la mort est au rendez-vous si la victime ne se soigne pas au plus vite. Le bongar indien est un assassin parfaitement silencieux. Il occupe la 3e place de notre palmarès.
Nous voici au cœur de l'Inde, sur la piste des 2 serpents les plus dangereux d'Asie. Ce sont des animaux hors du commun. À eux deux, ils sont responsables du plus grand nombre de décès en Inde, et même dans toute l'Asie. La 2e place revient à la vipère de Russell. Dotée d'un caractère particulièrement agressif, elle dispose en plus d'un venin mortel qui s'attaque aux cellules sanguines. Ce cocktail de toxines est si violent qu'on dispose de très peu de temps pour réagir. La vipère de Russell fait des milliers de victimes chaque année en Inde. Et quand sa morsure ne tue pas, elle cause des blessures abominables. Sharada Sinha en a fait la cruelle expérience. Mon ami et interprète Gauri m'aide à comprendre le profond traumatisme subi par cette jeune femme. Quand elle a été mordue, elle a ressenti une douleur intense, comme une brûlure très vive. Elle a eu très peur, elle a cru qu'elle allait mourir. Elle s'est demandé qui allait s'occuper de sa famille si elle mourait. Juste après la morsure, et malgré l'injection de 30 ampoules de sérum anti-venin, Sharada a souffert d'une terrible hémorragie, un symptôme typique du venin de la vipère de Russell. 4 mois plus tard, sa jambe est toujours en piteux état, même si la gangrène l'a épargnée jusqu'à maintenant. Si sa jambe ne guérit pas, elle est décidée à se suicider. Elle demandera à son mari de la tuer. Il va refuser. Évidemment. Il la soutient beaucoup, il lui répète sans cesse qu'elle va guérir. Voici une vipère de Russell. En Inde, c'est de loin le serpent le plus redoutable. Il n'est que 2e sur notre liste car son territoire est relativement réduit. Ici, pourtant, c'est l'animal de tous les dangers. Les habitants le craignent comme la peste. Caché dans les tapis de feuilles mortes, il sème la panique dans les palmeraies et les exploitations agricoles. Contrairement au venin du cobra qui s'attaque au système nerveux, celui de cette vipère a un effet dévastateur sur le système sanguin. Sa morsure est douloureuse et le plus souvent mortelle. À mes yeux, c'est la pire qu'on puisse subir. Il existe une catégorie d'Indiens particulièrement exposés aux morsures de serpents. Les spécialistes chargés de capturer les spécimens dangereux chez les particuliers. J'ai rencontré une équipe de volontaires qui officie dans l'état du Tamil Nadu. Leurs méthodes de travail sont particulièrement risquées, comme en témoigne cette vidéo amateur. On les voit saisir les serpents venimeux à main nue, qu'il s'agisse d'une vipère de Russell ou d'un splendide cobra. C'est pourtant la meilleure façon de se faire mordre. J'ai décidé de participer à l'une de leurs séances de formation en compagnie de Jerry Martin, herpétologiste professionnel. Chaque jour, la ville gagne du terrain sur la campagne. Et les serpents s'adaptent comme ils le peuvent à ce nouvel environnement. La plupart des petites villes disposent d'une équipe de volontaires anti-serpents. Malheureusement, ils utilisent souvent des méthodes et des outils inadaptés. Quand on parvient à capturer un animal qui terrorise plus d'1 milliard de personnes, on a tendance à se croire invincible. Ça leur monte un peu à la tête. Salut beauté. Pour manipuler un serpent en toute sécurité, il convient d'utiliser de longs crochets qui le maintiennent à bonne distance sans risquer de le blesser. Un grand sac noir lui offre une cachette où se réfugier. Avec le crochet. Très bien. Le sac doit être en parfait état. Et même ainsi, les crochets du serpent peuvent facilement transpercer le tissu. Pas avec la main. Prenez la pince. Impeccable. Malheureusement, mes conseils arrivent un peu tard pour l'un de ces volontaires. Sur le coup, la morsure n'était pas plus impressionnante que 2 trous d'épingle. Mais moins d'une demi-heure plus tard, notre homme était paralysé et luttait contre la mort. Son agresseur, le tueur le plus redoutable d'Asie. Dans les minutes qui suivent l'accident, Robin Bernard se met à vomir et peine à respirer.
Un ami le transporte d'urgence à l'hôpital sur sa moto. J'ai ressenti comme une grande fatigue. Je sentais le goût du venin dans ma bouche. Au bout de 2 minutes, j'ai commencé à avoir trouble. Je ne distinguais plus rien, juste des formes de couleurs vives. Vos pupilles devaient être complètement dilatées. C'est ce qui se passe généralement quand on est en train de mourir. Les pupilles s'élargissent. Tandis que les neurotoxines commencent à l'asphyxier, Robin perd connaissance. Il parvient malgré tout à se maintenir sur la moto de son ami. Je lui ai dit, vas-y, fonce, ne t'arrête surtout pas. Les 2 hommes arrivent à l'hôpital en un temps record. On injecte alors aux blessés une trentaine d'ampoules de sérum antivenin. 4 ou 5 heures plus tard, j'ai repris connaissance. Ma femme était à mes côtés. Je lui ai dit, je vais m'en sortir. Robin a été mordu par un cobra à lunettes. Son venin est un redoutable cocktail de neurotoxines, associé à une cytotoxine qui s'attaque aux cellules des organes et ronge les chairs. La victime risque de mourir en moins d'1 heure. Robin a eu la chance de s'en sortir. Mais plus d'1 mois après, sa main est encore loin d'être guérie. Les médecins ne savent toujours pas s'ils vont devoir l'amputer ou non. Même s'il a survécu à cette morsure, sa vie ne sera plus jamais la même. Que ressentez-vous à l'égard de l'animal qui a failli vous tuer? Je ne lui en veux pas. Mordre, c'est dans sa nature. L'herpétologiste Rom Whittaker connaît bien les cobras à lunettes. Je le rencontre dans le domaine qu'il partage avec ses serpents. Alors? J'en ai vu aucun, mais ils doivent se plaire ici. Il y a une 40aine d'années, Rom Whittaker a initié les membres d'une tribu locale à la production de sérum antivenin. Ça vient d'un cobra de 2 mètres au moins. Ah, c'est un gros. En voilà un. Tu es cerné. Il suit le moindre de nos mouvements. Il ne me quitte pas des yeux. Il observe chacun de mes gestes. Depuis que j'ai vu la main de Robin, je sais exactement quel dégât peut causer ce serpent. À l'évidence, lui aussi se méfie de moi. Le cobra gonfle son capuchon pour tenter d'impressionner son adversaire. La paire d'yeux dessinée à l'arrière est destinée à déstabiliser l'ennemi, tandis que les 2 taches à l'avant sont censées lui faire croire que le serpent a une très grosse tête. C'est toute une technique d'intimidation. Le cobra à lunettes réunit toutes les caractéristiques du tueur. Doté de longs crochets acérés, il dispose aussi de larges réserves d'un venin ultra-violent. De plus, il vit en contact direct avec les habitants, car il chasse les rongeurs autour de leur maison. Un jardin plein de cachettes sera pour lui un vrai paradis. Si l'on prend en compte tous ces critères, on peut affirmer qu'il est bien le serpent le plus redoutable d'Asie. Chaque année, les cobras font des dizaines de milliers de morts à travers le continent asiatique. Pourtant, avec quelques mesures de prévention toutes simples, de nombreuses morsures pourraient être évitées. Il suffirait que les gens se déplacent avec une lampe la nuit. Et puis, il faut leur dire de ne pas porter de chaussures. La plupart des Indiens travaillent les pieds dans l'eau. Ils ne peuvent pas mettre de chaussures. Il faut aussi éliminer tous les débris qui s'entassent dans les jardins. C'est ça qui attire les serpents. Les Indiens vénèrent religieusement le cobra à lunettes. Malgré son statut de meurtrier, il est même protégé par les lois du pays. Au cours de mon périple à travers l'Asie, j'ai pu observer les serpents les plus dangereux du continent. À mes yeux, ce sont avant tout des animaux fascinants, parfaitement adaptés à leur milieu naturel. L'efficacité de leur venin dépend directement des proies dont ils se nourrissent. Plus elles sont résistantes, plus le poison est violent. Quand un être humain croise leur chemin, il fait les frais de leur talent de chasseur. Mais n'oublions pas que pour un serpent, le plus grand prédateur, c'est l'homme.